J'ai passé 3 mois à sculpter à la main une boîte à musique pour l'anniversaire de ma mère. Elle jouait sa chanson préférée. Le lendemain matin, je l'ai retrouvée dans la poubelle, sous du marc de café. Je l'en ai sortie et je l'ai posée sur la table du petit déjeuner. Elle s'est mise à jouer. Personne n'a bougé. Je m'appelle Lucas. J'ai 28 ans. Et je veux vous parler du moment où j'ai réalisé que ma mère ne m'aimait pas de la même manière qu'elle aimait mon frère. Je veux dire, je crois qu'à un certain niveau, je l'ai toujours su. On capte des choses quand on est enfant. La façon dont ses yeux s'illuminaient un peu plus quand mon frère aîné Sébastien entrait dans une pièce. La manière dont elle accrochait ses dessins au crayon sur le frigo. Mais les miens finissaient toujours d'une manière ou d'une autre dans le bac de recyclage avant même que la colle ne sèche. Mais je me disais que tout était dans ma tête. Les enfants sont dramatiques, n'est-ce pas? Tout semble être la fin du monde quand on a 7 ans. J'ai grandi dans une petite ville près de Blois, dans le Loir-et-Cher. Mon père Henri était menuisier. Pas le genre qu'on voit dans ces émissions de rénovation avec des dents parfaites et un contrat de sponsoring. Le genre qui rentrait à la maison sentant la sueur et la térébenthine chaque soir, avec des mains si rêches qu'elles s'accrochaient à tout. Il m'a tout appris de ce que je sais sur le travail du bois. Comment lire le grain. Comment laisser le matériau vous dire ce qu'il veut devenir. Il disait, Lucas, n'importe quel imbécile peut forcer un morceau de bois à prendre une forme. Un véritable artisan, lui, écoute. Je pensais que c'était la chose la plus ringarde que j'ai jamais entendue, jusqu'à l'âge de 16 ans environ, et puis soudain, cela a pris tout son sens. Mon père est décédé quand j'avais 22 ans. Crise cardiaque, sans avertissement, sans longs adieux, juste un appel de ma mère à 6 heures du matin un mardi pour me dire de rentrer. J'ai conduit 4 heures dans un état second et je suis entré dans une maison qui donnait l'impression que quelqu'un en avait aspiré tout l'oxygène. Sébastien était déjà là, assis à la table de la cuisine, tenant la main de maman. On aurait dit un tableau. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant 30 bonnes secondes avant que l'un ou l'autre ne me remarque. Cela aurait probablement dû m'alerter, mais le chagrin a une façon de vous faire ignorer l'évidence. Après la mort de papa, je me suis jeté à corps perdu dans la menuiserie. C'était la seule chose qui me faisait me sentir proche de lui. J'ai commencé petit. Une planche à découper pour le mariage d'un ami, une étagère pour mon appartement. Puis je me suis amélioré, beaucoup amélioré. J'ai commencé à recevoir des commandes de gens de la ville, puis des villes voisines, puis de gens qui me trouvaient en ligne. Il s'avère qu'il y a un vrai marché pour les meubles et les pièces décoratives faits à la main quand on se soucie vraiment de ce qu'on fabrique. Je ne devenais pas riche, mais je gagnais ma vie en faisant quelque chose dont mon père aurait été fier. Du moins, j'espère qu'il l'aurait été. Sébastien, de son côté, a suivi une voie différente. Il est allé dans une grande école de commerce, a obtenu un diplôme en gestion et a décroché un poste dans une société financière à Paris. Il gagnait bien sa vie, vraiment très bien. Le genre d'argent où on arrête de regarder le prix des plats au restaurant et on commence à dire des choses du genre, prenons juste quelques bouteilles pour la table. Maman était aux anges. À chaque appel téléphonique que j'avais avec elle, elle trouvait un moyen de mentionner la promotion de Sébastien, la nouvelle voiture de Sébastien, l'appartement de Sébastien avec la vue. Je lui parlais d'une table à manger sur mesure que je venais de finir, une qui m'avait pris 3 semaines et qui était plus belle que tout ce que j'avais jamais fait. Et elle répondait, « Oh, c'est gentil, chérie. Je t'ai dit que Sébastien m'emmène dans ce nouveau restaurant italien à Paris. » Ça piquait. Je ne vais pas prétendre le contraire, mais je me disais qu'elle était juste fière de lui, et que c'était normal. Les parents ont le droit d'être fiers de leurs enfants. J'aurais juste aimé qu'elle garde un peu de cette fierté pour moi aussi. Maintenant, c'est là que la boîte à musique entre en jeu. Chaque année, l'anniversaire de maman est toute une production. C'est généralement Sébastien qui s'en occupe. Il réserve un dîner chic, lui achète un parfum ou un bijou cher, et elle publie ça sur les réseaux sociaux avec une légende du genre, béni d'avoir le fils le plus merveilleux, ce qui, vous savez, est une chose amusante à lire quand on est son autre fils qui existe aussi. L'année dernière, il lui a offert un week-end dans un spa en montagne. Elle en a parlé pendant 3 mois d'affilée. Donc, environ 4 mois avant son 58e anniversaire, j'ai décidé que j'allais lui fabriquer quelque chose de spécial, quelque chose qui ne s'achète pas, quelque chose qui aurait une vraie signification. Mon père avait l'habitude de lui fredonner cette chanson tous les matins en préparant le café. Moon River.
Il la chantonnait un peu faux, et elle faisait semblant d'être agacée, mais on pouvait la voir sourire derrière sa tasse de café. C'était leur truc. Après sa mort, je ne l'ai plus jamais entendu mentionner la chanson, mais je savais qu'elle n'avait pas oublié. J'ai décidé de sculpter à la main une boîte à musique qui jouait Moon River. Si vous n'avez jamais fabriqué de boîte à musique, laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme construire une étagère. On ne peut pas simplement improviser. J'ai passé 2 semaines rien que sur le design. Je voulais que la boîte elle-même soit en noyer, car c'était le bois préféré de papa. Il disait toujours que le noyer avait une âme. Le couvercle aurait un relief sculpté à la main d'un croissant de lune au-dessus d'une rivière, parce que je suis sentimental comme ça et aussi parce que mon père aurait adoré le côté littéral de la chose. Il n'a jamais été un homme subtil. J'ai commandé un mécanisme de boîte à musique sur mesure dans une boutique spécialisée en Suisse. Du vrai de vrai, pas un de ces mécanismes bon marché qui sonne comme un chat mourant. Celui-ci jouait une version claire et magnifique de la mélodie. Le mécanisme seul m'a coûté environ 400 €, ce qui, pour un gars qui dirige une entreprise de menuiserie en solo, n'était pas rien. Mais c'était pour maman. C'était important. Pendant les 3 mois suivants, j'ai travaillé sur cette boîte tous les soirs après avoir terminé mes commandes. Je parle de sessions de minuit dans mon atelier, à sculpter à la lumière d'une lampe jusqu'à avoir des crampes aux mains. Le croissant de lune sur le couvercle m'a pris à lui seul 2 semaines et demie. Je l'ai sculpté, je l'ai détesté, je l'ai poncé et je l'ai resculpté 3 fois avant d'en être satisfait. La rivière était incrustée d'une bande d'érable pâle qui captait la lumière d'une manière qui, honnêtement, m'a coupé le souffle la première fois que je l'ai vu fini. L'intérieur était doublé de velours sombre et j'ai gravé un petit message à l'intérieur du couvercle pour maman. Papa chante toujours. Je sais. Je sais que c'est beaucoup. Mais voilà le truc. Je ne faisais pas seulement un cadeau d'anniversaire. J'essayais de construire un pont. Un pont entre ma mère et moi qui disait, je sais que tu aimes Sébastien plus, mais je suis là aussi et je t'aime. Et je me souviens de papa. Et j'ai pensé que ce serait peut-être la chose qui te rappellerait que je vaux aussi la peine qu'on se souvienne de moi. Quand son anniversaire est enfin arrivé, je suis allé chez elle avec la boîte à musique emballée dans du papier craft. Rien d'extraordinaire à l'extérieur. Juste une simple étiquette qui disait « Joyeux anniversaire, maman ». Avec amour, Lucas. Je suis arrivé et Sébastien avait déjà fait son numéro. Il y avait des fleurs sur la table, un grand sac cadeau d'un grand magasin, et maman était pratiquement rayonnante. Elle a ouvert le cadeau de Sébastien en premier. Évidemment. C'était un sac à main de créateur. Je ne connais pas la marque, mais je pouvais dire à son hoquet de surprise que ça coûtait plus cher que mon loyer. Puis elle s'est tournée vers moi et je lui ai tendu mon paquet. Elle l'a déballé, a regardé la boîte et j'ai pu la voir analyser la chose. Elle l'a retourné dans ses mains. J'ai dit, ouvre le couvercle, maman. Elle l'a fait. Et Moon River s'est mise à jouer. Cette petite et belle mélodie a rempli la cuisine, et pendant environ 5 secondes, son visage a changé. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de doux, d'ancien et de vrai. Elle m'a regardé, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait vraiment. Elle a dit, Lucas, c'est magnifique. Et je l'ai cru. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le sentiment d'avoir enfin réussi, d'avoir enfin percé la carapace. Ce sentiment a duré environ 14 heures. Le lendemain matin, je suis retourné chez maman. Elle nous avait invités, Sébastien et moi, pour un déjeuner tardif, ce qui était inhabituel car normalement ces déjeuners tardifs étaient des événements réservés à Sébastien. Je me suis dit que la boîte à musique avait opéré une sorte de magie, et que j'avais enfin été promu de figurant à personnage récurrent. Je me suis même arrêté pour prendre ses pâtisseries préférées à la boulangerie de la rue principale. Des croissants aux amandes, les bons, pas ceux qui ont le goût de quelqu'un qui a décrit une amande à une machine. Je suis entré par la porte de la cuisine comme toujours et j'ai posé la boîte à pâtisserie sur le comptoir. Maman n'était pas encore descendue. Sébastien était assis à table, faisant défiler son téléphone, et il a à peine levé les yeux quand je suis entré. L'accueil standard de Sébastien. Cet homme pouvait vous donner l'impression qu'une lampe venait d'entrer dans la pièce. J'ai commencé à faire le café parce que personne d'autre n'allait le faire. Et c'est là que j'ai remarqué la poubelle. Le couvercle était légèrement entrouvert parce que quelque chose en dépassait. Quelque chose en bois.
quelque chose avec un bord incurvé que j'ai immédiatement reconnu, car j'avais passé 72 heures à sculpter cette courbe. J'ai senti mon estomac se nouer si vite que j'ai cru que j'allais être malade. Je me suis approché de la poubelle et j'ai regardé à l'intérieur. Elle était là, ma boîte à musique, enfoncée sous un tas de filtres à café usagés et de marques humides. Le couvercle était ouvert et des taches brunes s'imprégnaient dans la doublure en velours. Un grain de café était posé juste sur la gravure, juste sur Papa chante toujours. Je suis resté là, debout. Je ne sais pas combien de temps. Ça aurait pu être 10 secondes ou 2 minutes. Mon cerveau faisait ce truc où il essaie de trouver une explication qui ne blesse pas. Peut-être qu'elle nettoyait et l'a fait tomber accidentellement dans la poubelle. Peut-être qu'elle l'a déplacée et qu'elle a glissé. Peut-être qu'il y a une explication parfaitement raisonnable qui n'implique pas que ma mère jette 3 mois de ma vie comme si c'était une serviette en papier usagé. Mais le marc de café était par-dessus. Cela signifiait qu'elle avait fait du café après l'avoir jeté. Elle s'était tenue juste là, à ce comptoir, avait regardé dans cette poubelle, avait vu la boîte à musique, et avait versé du marc de café par-dessus. Ce n'est pas un accident. C'est une déclaration. Sébastien a levé les yeux de son téléphone. Ça va? Tu as une drôle de tête. Je ne lui ai pas répondu. J'ai plongé la main dans la poubelle et j'ai sorti la boîte à musique. Du marc de café est tombé sur le sol de la cuisine. Le velours à l'intérieur était ruiné. Il y avait une auréole brune et humide sur l'incrustation d'érable, et je savais déjà qu'elle tacherait de façon permanente, mais le mécanisme était toujours intact. Je l'ai essuyé avec un torchon, je l'ai posé au milieu de la table du petit déjeuner et j'ai ouvert le couvercle. Moon River s'est mise à jouer. Le son a rempli la cuisine comme un fantôme traversant la porte. Sébastien a fixé la boîte, puis moi, puis la traînée de marques de café sur le sol menant de la poubelle à la table. Son visage a exprimé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la culpabilité, exactement. C'était plutôt le regard de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il se trouve dans une pièce où quelque chose de très grave est sur le point de se produire et qu'il ne trouve pas la sortie. C'est à ce moment-là que maman est descendue. Elle était en peignoir, les cheveux relevés, et elle est entrée dans la cuisine en parlant déjà. « Sébastien chéri, tu as lancé le café ?» J'ai cru que je sentais, elle s'est arrêtée. Elle a vu la boîte à musique sur la table. Elle a vu le marc de café sur le sol. Elle m'a vu, debout, un torchon à la main, avec une expression qui, j'imagine, ressemblait à celle d'un homme qui venait de recevoir un coup au cœur de la personne qu'il essayait de serrer dans ses bras. Moon River jouait toujours. C'est une chanson courte sur le mécanisme, peut-être 45 secondes, mais je jure qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'elle a duré 1 heure. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Nous étions tous les 3 là, dans cette cuisine, pendant que la chanson préférée de mon père décédé s'égrenait d'une boîte que ma mère avait enterrée sous les ordures. Quand la chanson s'est terminée, le silence était pire. Maman a parlé la première. « Lucas, je peux expliquer. »« Vraiment ?» ai-je dit, et je le pensais. Je voulais sincèrement entendre quelle explication possible pouvait exister pour cela. Elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle est acculée. Elle est passée à l'offensive. C'était un accident. Je nettoyais hier soir, des choses ont été déplacées et elle a dû finir là par erreur. Sous le marc de café, ai-je dit. Je ne faisais pas attention. Tu as fait du café ce matin. Tu as regardé dans cette poubelle, tu l'as vu, et tu as quand même versé du marc par-dessus. Elle a croisé les bras. Lucas, tu en fais toute une histoire. C'est une boîte. J'ai dit que je l'aimais bien. Je l'aimais vraiment, mais je ne peux pas garder toutes les petites choses que les gens me donnent. La maison est déjà assez encombrée. Toutes les petites choses. 3 mois de travail. 400 € rien que pour le mécanisme, une gravure sur mon père décédé. Toutes les petites choses. J'ai regardé Sébastien. Il était toujours assis à la table. Et il avait cette expression de quelqu'un qui essaie de devenir invisible. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il avait probablement su toute notre vie que maman me traitait comme une pièce de rechange. Et il n'avait jamais rien dit, car pourquoi l'aurait-il fait? Il était le favori. On ne remet pas en question un système conçu pour vous avantager. Sébastien. Ai-je dit. Tu savais pour ça? Il a haussé les épaules.
Il a vraiment haussé les épaules. Mec, je viens d'arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu vois très bien ce qui se passe. C'est juste là, sur la table. Maman est intervenue. Lucas, arrête d'être dramatique. Tu contraries ton frère. Je contrarie mon frère? Je viens de sortir un cadeau fait main pour ma mère de la poubelle, et c'est moi qui pose problème. Cette phrase a recablé quelque chose dans mon cerveau. Quelque chose qui tenait bon depuis 28 ans a finalement lâché. J'ai presque pu entendre le déclic. Maman, ai-je dit, et ma voix était stable, ce qui m'a surpris. Cette boîte m'a pris 3 mois à faire. Je l'ai sculptée à la main. Le mécanisme m'a coûté 400 €. J'ai gravé un message sur papa à l'intérieur, et tu l'as jeté à la poubelle et recouverte de marques de café le soir même où je te l'ai donné. Tu exagères. Ce n'était pas le même soir. Le café date de ce matin. La boîte était sous le marque. Ça veut dire que tu l'as jeté hier soir. Le soir de ton anniversaire. Le soir où je te l'ai donné. Elle n'avait pas de réponse à ça. Alors elle a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a changé de sujet. Eh bien, peut-être que si tu m'avais demandé ce que je voulais vraiment au lieu de supposer que je voudrais une boîte en bois, ça ne serait pas arrivé. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Elle ne voulait pas de ce que j'avais à offrir. Elle ne l'avait jamais voulu. J'ai pris la boîte à musique sur la table. Je l'ai tenue un instant, sentant son poids. Le noyer lisse que j'avais poncé à la main pendant des heures. La petite imperfection sur le côté gauche de la lune où mon ciseau avait glissé à 2 heures du matin. Puis je l'ai glissé sous mon bras. Je pars, ai-je dit. Oh, ça y est. A dit maman en levant les yeux au ciel. Le spectacle de Lucas. Tout tourne toujours autour de toi. Non, maman. C'est ça le problème. Rien n'a jamais tourné autour de moi. Pas une seule fois dans toute ma vie. Et j'en ai fini de prétendre que c'est normal. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je suis simplement allé à ma camionnette, j'ai posé la boîte à musique sur le siège passager et je suis parti. J'ai fait environ 5 km avant de devoir m'arrêter sur le bas-côté parce que je ne voyais plus la route. Je suis resté assis dans cette camionnette, sur le bord de la départementale, et j'ai tout laissé sortir. Chaque anniversaire où j'étais une pensée secondaire, chaque accomplissement qui recevait un signe de tête polie et un changement de sujet. Chaque fois que je regardais Sébastien être célébré pour le simple fait d'exister alors que je travaillais d'arrache-pied pour une fraction de cette reconnaissance. Je suis resté là longtemps. Et quand j'ai eu fini, je suis rentré chez moi, j'ai posé la boîte à musique sur mon établi, et je n'ai pas appelé ma mère. Pas ce jour-là. Ni le lendemain, ni pendant très longtemps. Les 2 premières semaines après avoir quitté la cuisine de ma mère ont été dures. Je ne vais pas enjoliver les choses. Je travaillais à peine. J'allais dans mon atelier, je fixais le projet en cours sur mon établi, et je n'arrivais tout simplement pas à me concentrer. Mes mains, qui avaient été assez stables pour sculpter un croissant de lune dans du noyer, ne pouvaient même plus tenir un crayon droit. J'ai perdu une commande parce que j'ai manqué une échéance, une table basse sur mesure pour un couple d'une ville voisine qui attendait depuis 6 semaines. Je leur ai envoyé un courrier électronique avec une excuse bidon sur un retard de livraison, mais la vérité était que je n'arrivais tout simplement pas à m'intéresser à quoi que ce soit. J'ai aussi fait l'erreur de vérifier constamment mon téléphone. Pas parce que je m'attendais à ce que ma mère appelle pour s'excuser. Je ne suis pas si naïf. Mais parce qu'une partie stupide et têtue de moi espérait encore qu'elle le ferait. Elle ne l'a pas fait. Sébastien non plus, ce qui, honnêtement, m'a presque fait aussi mal. Nous n'étions pas proches, mais il était quand même mon frère. Il m'a vu sortir un cadeau fait main de la poubelle. Et sa plus grande contribution a été un haussement d'épaule. C'est le genre de chose qui redéfinit votre compréhension d'une relation en une demi-seconde. C'est mon pote Corentin qui m'a sorti de là. Corentin et moi étions amis depuis le lycée. C'était le genre de gars qui débarquait chez vous sans invitation avec un pack de bière et un film horrible. Et d'une manière ou d'une autre, c'était exactement ce dont vous aviez besoin. Il est passé à mon atelier un soir, a vu l'état des lieux et a dit « Frérot, on dirait que quelqu'un a passé un truc triste réchauffé au micro-ondes et a essayé de le faire passer pour une personne. » Je lui ai tout raconté.
La boîte à musique, la poubelle, le marc de café, la confrontation. Il s'est assis sur mon établi, ce que je lui avais dit 100 fois de ne pas faire, et il a simplement écouté. Quand j'ai eu fini, il a dit, « Ta mère est brisée, mec, et ce n'est pas ta faute, et ce n'est pas ton travail de la réparer. Mais en ce moment, tu la laisses te briser aussi, et je ne vais pas rester là à regarder ça se produire. » Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais savoir quelque chose et le ressentir sont deux choses très différentes. Le tournant est arrivé environ 3 semaines plus tard, et il est venu de l'endroit le plus inattendu. J'ai reçu un courrier électronique d'une femme nommée Juliette Lambert. Elle dirigeait une agence de design d'intérieur haut de gamme à Paris. Elle avait vu une partie de mon travail en ligne, en particulier un ensemble d'étagères flottantes sculptées à la main que j'avais faites pour un restaurant en ville, et elle voulait discuter d'une éventuelle collaboration. Ses clients étaient le genre de personnes qui voulaient des pièces artisanales uniques pour leur maison, et elle pensait que mon travail serait parfait. J'ai failli ne pas répondre. J'étais dans un si mauvais état d'esprit que je me suis dit que c'était probablement un courrier indésirable ou quelqu'un qui perdrait tout intérêt dès qu'il entendrait mes prix. Mais Corentin a vu le courrier par-dessus mon épaule et a littéralement dit, « Si tu ne réponds pas à ça, je vais répondre pour toi et j'utiliserai ton ancienne adresse électronique embarrassante du lycée. » Étant donné que cette adresse électronique incluait le mot SK8boy et un nombre vraiment malheureux de X, j'ai répondu moi-même. Juliette et moi nous sommes rencontrés pour un café dans un endroit de Paris la semaine suivante. Elle était vive, fin de la quarantaine, une mèche argentée dans ses cheveux sombres, le genre de personne qui donnait l'impression de n'avoir jamais perdu une minute de sa vie. Elle a regardé mon dossier de réalisation, qui n'était qu'un tas de photos sur mon téléphone car je n'avais toujours pas de site internet digne de ce nom. Et elle a dit, « Vous avez quelque chose que la plupart des gens de cette industrie n'ont pas. Votre travail a une chaleur. On sent qu'il a été fait par quelqu'un qui s'en soucie vraiment. » C'était peut-être la plus belle chose que quelqu'un m'ait dite depuis des mois, peut-être des années. Nous avons commencé à travailler ensemble. Elle m'intégrait dans des projets. Je donnais des conseils sur le type de pièces qui fonctionneraient dans l'espace, puis je les construisais. Mon premier projet avec elle fut une paire de tables de nuit sur mesure pour un couple rénovant une ferme dans la vallée de la Loire. Du merisier noir sculpté à la main avec des assemblages en queue d'aronde visibles de l'extérieur, car Juliette disait que ses clients voulaient voir le savoir-faire. J'ai mis tout mon cœur dans ces tables de nuit. Quand je les ai livrées, la femme a littéralement pleuré. Elle a dit que c'était les plus belles choses qu'elle ait jamais eues chez elle. Je me suis assis dans ma camionnette après et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai senti que ce que je faisais comptait. Au cours des mois suivants, les choses ont commencé à bouger rapidement. Juliette m'a mis en contact avec plus de clients. J'ai augmenté mes prix parce qu'elle m'a dit que je facturais des prix ridiculement bas, et elle avait raison. J'ai enfin créé un site internet. La petite amie de Corentin, une graphiste nommée Valentine, m'a aidé avec l'image de marque. Elle a conçu un logo qui était une simple silhouette de rabot à main, et c'était parfait. J'ai lancé une boutique en ligne pour des pièces plus petites, des planches à découper, des boîtes à bijoux, des plateaux décoratifs, et les commandes ont commencé à arriver. J'ai aussi commencé à voir quelqu'un. Elle s'appelait Emma. C'était une vétérinaire qui était venue dans ma boutique parce qu'elle voulait une étagère sur mesure pour la salle d'attente de sa clinique, quelque chose de chaleureux et d'accueillant pour que les propriétaires d'animaux se sentent calmes. Nous avons parlé pendant environ 1h30 de grains de bois et de chiens anxieux. Et à la fin, j'étais à peu près sûr que je voulais lui parler pour le reste de ma vie. Elle était drôle et directe, et elle avait cette façon de vous regarder quand vous parliez qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Le premier rendez-vous fut un dîner dans un endroit que ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment se permettre. Le deuxième rendez-vous, elle m'a aidé à poncer un plateau de table pendant que nous écoutions de vieux disques dans mon atelier. Au troisième rendez-vous, j'ai su que j'étais fichu. Dans le bon sens du terme. Je n'ai pas tout de suite parlé à Emma de l'histoire de la boîte à musique. Je ne voulais pas être le gars qui déballe tous ses problèmes familiaux au troisième rendez-vous. Mais après environ 2 mois, elle a vu la boîte à musique sur une étagère dans mon atelier. Elle était toujours tachée. Je n'avais pas eu le courage de la restaurer. Elle l'a prise, a ouvert le couvercle et Moon River a joué. Elle a dit, « C'est magnifique. Pourquoi on dirait que quelqu'un l'a trempé dans du café ?» Alors je lui ai tout raconté. Elle s'est assise sur le tabouret de l'atelier et a écouté. Et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment.
puis elle a dit, « Lucas, cette boîte à musique est la chose la plus aimante que j'ai jamais entendu quelqu'un fabriquer. Et quiconque jetterait ça a un sérieux problème au cœur. Ça ne te concerne pas. Ça la concerne elle. » J'avais entendu des versions de ça de la part de Corentin, de moi-même, dans ma propre tête à 3 heures du matin quand je ne pouvais pas dormir. Mais l'entendre de la part d'Emma, de sa voix calme et assurée, avec sa main sur mon bras, quelque chose a finalement fait tilt. J'ai cessé de le porter comme un verdict sur ma valeur et j'ai commencé à le voir pour ce que c'était. La preuve de l'échec de ma mère, pas du mien. Pendant ce temps, je n'avais pas parlé à maman ni à Sébastien depuis près de 5 mois. Maman n'avait pas essayé de me contacter. Pas une seule fois. Pas d'appel, pas de message, pas de courrier électronique. Sébastien m'a envoyé un message environ 3 semaines après l'incident qui disait « Salut frérot, maman dit que tu es dramatique. Tu devrais probablement l'appeler. » Je n'ai pas répondu. En partie parce que j'étais en colère et en partie parce que maman dit que tu es dramatique me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur le camp dans lequel il se trouvait. Attention, spoiler, c'était le même camp que celui dans lequel il était depuis notre enfance. Ce que je ne savais pas, parce que j'avais coupé tout contact, c'est que les choses commençaient à très mal tourner pour Sébastien, et par extension pour maman. Je ne découvrirai que plus tard à quel point. Mais la première fissure est apparue de la manière la plus prévisible possible. L'argent de Sébastien, la chose que maman aimait le plus chez lui, était sur le point de devenir un très gros problème. Et l'ironie de ce qui allait suivre aurait fait rire mon père aux larmes. J'ai appris la situation de Sébastien par Corentin, qu'il a apprise de son cousin Damien, qui travaillait dans la même société financière à Paris. Apparemment, Sébastien avait pris des décisions d'investissement très risquées avec l'argent de ses clients. Pas illégal techniquement, mais assez imprudent pour que, lorsque le marché s'est corrigé, plusieurs de ses clients aient perdu des parts importantes de leur portefeuille. La société ne l'a pas licencié, mais ils l'ont sévèrement rétrogradé, lui ont retiré son titre, ont réduit son salaire de près de 40% et lui ont enlevé tous ses comptes à forte valeur. Il est passé du statut de chouchou de la société à celui de gars dont on chuchotait dans la salle de pause. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Je n'ai pas célébré quand j'ai entendu ça. Je ne suis pas ce genre de personne. Sébastien est toujours mon frère, et je ne souhaite la ruine financière à personne. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une petite partie mesquine de moi qui pensait, hein. Alors l'argent ne vous rend pas intouchable, après tout. Cette partie de moi a existé pendant environ 30 secondes avant que la partie plus grande et plus humaine de moi ne s'en sente mal. La croissance, j'imagine. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. Environ 7 mois après l'incident de la boîte à musique, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu car j'attendais un retour d'un fournisseur de bois. C'était ma tante Roseline, la sœur de maman. Roseline avait toujours été la personne raisonnable de la famille. Elle n'avait jamais eu de favoris, n'avait jamais semé la zizanie, et elle avait été l'une des rares personnes à venir à l'inauguration non officielle de mon atelier de menuiserie, qui consistait en fait en Corentin et moi accrochant une enseigne et mangeant une pizza sur le parking. « Lucas, chéri, je dois te parler de ta mère », a dit Roseline. Mon premier réflexe a été de raccrocher, mais Roseline avait gagné assez de bonne volonté pour que je reste en ligne. Il s'est avéré que maman s'était lourdement appuyée sur Sébastien financièrement ces dernières années. Plus que je ne le savais. Il payait son prêt immobilier, le crédit de sa voiture et la plupart de ses dépenses mensuelles. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas travailler, mais parce que Sébastien avait proposé et que maman avait décidé que c'était simplement comme ça que les choses allaient se passer désormais. Elle s'était habituée à son confort. Un vrai confort. Le genre de confort où vous arrêtez de vérifier votre propre solde bancaire parce que quelqu'un d'autre couvre tout. Et maintenant, Sébastien ne pouvait plus couvrir. Sa réduction de salaire signifiait qu'il pouvait à peine gérer ses propres factures, sans parler des siennes. Il a dit à maman il y a environ 2 mois qu'il devait réduire la voilure, et apparemment elle ne l'a pas bien pris. Roseline a dit qu'il y avait eu des disputes, des grosses, du genre où maman dit des choses comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas laisser ta mère perdre sa maison », ce qui, laissez-moi juste souligner, est exactement le genre de choses qu'elle ne m'aurait jamais dites parce qu'elle ne me l'aurait jamais demandé en premier lieu. On ne peut pas être déçu par le fils sur lequel on n'a jamais compté. Elle a peur, Lucas, a dit Roseline. Ses économies sont presque nulles.
Elle a vécu bien au-dessus de ses moyens, et maintenant le filet de sécurité a disparu. J'ai laissé cela décanter un moment. Puis j'ai dit, Roselyne, je t'entends, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il y a eu une pause. Elle ne l'admettra pas, mais elle a besoin d'aide. Et Sébastien, eh bien, Sébastien gère son propre désordre en ce moment. Alors, le plan est d'appeler l'autre fils, celui dont elle a jeté le cadeau à la poubelle. Roselyne a soupiré. Je sais. Je sais à quoi ça ressemble. Et je lui ai dit qu'elle devait s'excuser auprès de toi avant toute autre chose. Elle est trop fière, Lucas. Elle est trop fière et trop têtue, et ça va tout lui coûter. J'ai dit à Roselyne que j'appréciais l'appel, mais que je n'allais pas courir après ma mère pour la supplier de me laisser aider quelqu'un qui a jeté la chose la plus significative que j'ai jamais faite. Roselyne a dit qu'elle comprenait. Nous avons raccroché et je suis retourné à mon atelier et j'ai construit un magnifique ensemble de portes d'armoire pour une cuisine à tour et j'ai essayé de ne pas y penser. Environ 2 semaines plus tard, Emma et moi étions à la maison. Elle avait pratiquement emménagé à ce stade. On a frappé à ma porte. J'ai ouvert et c'était Sébastien. Il avait l'air mal en point. Pas de manière dramatique comme dans un film, mais comme les gens qui ne dorment pas bien et mangent de la nourriture de station-service depuis trop longtemps. Sa chemise était froissée. Ses yeux avaient cette qualité vide, légèrement paniquée. « Je peux entrer ?» a-t-il dit. Je l'ai laissé entrer. Emma a fait du café parce que Emma est le genre de personne qui fait du café pour les gens même quand ces gens ne le méritent pas forcément. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine et Sébastien a commencé à parler. Il m'a parlé de la rétrogradation, des problèmes d'argent, de maman qui l'appelait tous les jours, parfois 2 fois, pour demander quand les choses allaient redevenir normales. Il a dit qu'elle n'arrêtait pas de dire que je lui devais quelque chose. Comme si m'élever était une transaction et que maintenant la facture était due. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais ensuite il a dit quelque chose qui a rendu très difficile d'avoir pitié. Écoute, Lucas, je sais que les choses ont été bizarres entre toi et maman, mais elle est toujours notre mère. Et je me disais que tu pourrais peut-être aider un peu. Juste le temps que je me remette sur pied. Je l'ai fixé. Sébastien, elle a jeté un cadeau que j'ai passé 3 mois à faire à la poubelle. Elle l'a couvert de marques de café. Et quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle m'a dit que j'étais dramatique. Tu étais là. Tu as haussé les épaules. Il a regardé la table. Je sais que c'était moche. J'aurais dû dire quelque chose. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et maintenant tu es là parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Il ne l'a pas nié. Je lui accorderai au moins ça. Il a eu la décence de ne pas prétendre que c'était une visite de courtoisie. Je lui ai dit que je n'allais pas verser de l'argent à une femme qui avait clairement indiqué que mes contributions étaient des ordures. Littéralement des ordures. Mais j'ai aussi dit autre chose, et je le pensais. J'ai dit, si maman veut mon aide, elle peut venir me voir elle-même. Elle peut me regarder dans les yeux et reconnaître ce qu'elle a fait. Pas parce que j'ai besoin de cette satisfaction, mais parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas juste un plan de secours. Sébastien est parti. Je ne pensais pas que ça donnerait quelque chose. Maman était trop fière. Elle vendrait sa maison plutôt que d'admettre qu'elle avait eu tort. C'est du moins ce que je pensais. 3 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. C'était maman. Lucas, a-t-elle dit, et sa voix semblait plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Roselyne dit que je dois te parler. Sébastien dit que je dois te parler. Je ne sais pas vraiment ce que je suis censé dire. Que dirais-tu de la vérité? Ai-je dit. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, peux-tu venir à la maison? Je lui ai dit que je serais là samedi, mais que je ne viendrais pas seul. J'ai demandé à Emma de m'accompagner, non pas parce que j'avais besoin de renfort, mais parce que j'avais besoin d'un témoin, quelqu'un qui pourrait confirmer plus tard que ce qui s'était passé était bien réel et que je n'étais pas juste le dramatique qui inventait encore des choses. Emma a dit oui sans hésiter. C'est là que j'ai su que j'allais épouser cette femme. J'ai aussi fait autre chose avant samedi. Je suis allé dans mon atelier, j'ai pris la boîte à musique de l'étagère et j'ai passé 2 soirées à la restaurer. J'ai nettoyé les taches de café du mieux que j'ai pu. La doublure en velours était irrécupérable, alors je l'ai remplacée par un nouveau tissu.
L'incrustation d'érable avait une légère ombre là où le café avait coulé, mais honnêtement, ça avait presque l'air intentionnel maintenant, comme une patine, comme si elle avait une histoire. Le mécanisme fonctionnait toujours parfaitement. Je l'ai remonté et Moon River a joué, claire et douce. Et je suis resté assis dans mon atelier, à écouter la chanson de mon père, et j'ai pensé, ok, voyons comment ça se passe. J'ai mis la boîte à musique dans un sac et l'ai chargée dans ma camionnette. Samedi allait être intéressant. Samedi est arrivé et Emma et moi sommes allés chez maman. C'était début octobre et les arbres le long de la départementale faisaient ce truc où ils deviennent si beaux que c'en est presque agressif, comme si la nature se pavanait juste pour faire paraître vos problèmes plus petits. Emma m'a tenu la main pendant tout le trajet. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'en avait pas besoin. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, j'ai remarqué que la maison avait l'air différente. Pas de manière spectaculaire, mais de la façon dont les choses se dégradent quand quelqu'un arrête de s'en occuper. Les gouttières avaient besoin d'être nettoyées. Un des volets était de travers. Le jardin que maman entretenait avec une précision militaire était en friche et avait l'air triste. J'ai réalisé que c'était ce qui se passait quand l'argent se tarissait. Toutes les choses que le salaire de Sébastien avait couvertes commençaient à montrer leurs fissures. Maman a ouvert la porte avant même que nous ayons frappé. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Pas vieille, juste plus âgée, plus mince. Elle portait un pull que je reconnaissais d'il y a des années, ce qui était inhabituel car maman avait l'habitude d'acheter de nouveaux vêtements à chaque saison. Entrez, a-t-elle dit, et elle s'est écartée sans me regarder dans les yeux. Sébastien était déjà là, assis dans le salon. Il s'est levé quand nous sommes entrés, m'a fait un signe de tête et a serré la main d'Emma avec la formalité maladroite de quelqu'un qui sait qu'il se trouve dans une pièce où il a perdu toute autorité morale. Nous nous sommes tous assis, maman dans son fauteuil, Sébastien sur le canapé, Emma et moi en face d'eux. On se serait cru à un sommet pour le pays le plus dysfonctionnel du monde. Maman a commencé à parler et au début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Elle a tourné autour du pot, parlant de la dureté des temps, de son insomnie, de son sentiment d'abandon, ce qui était culotté. Je l'ai laissé parler parce que je savais qu'elle avait besoin de passer par le préambule avant la partie qui comptait vraiment. Puis elle s'est arrêtée, a regardé ses mains et a dit, « Je sais que tu veux que je parle de la boîte à musique. Je veux que tu parles de ce qui est vrai, » ai-je dit. Elle est restée silencieuse un long moment. Emma a serré ma main. Finalement, maman a dit, « Je l'ai jetée parce qu'elle me faisait ressentir des choses que je ne voulais pas ressentir. Ton père fredonnait cette chanson et quand je l'ai entendu sortir de cette boîte, j'étais de retour dans cette cuisine avec lui, il était vivant et tout allait bien. Et puis la chanson s'est terminée, il était toujours parti et j'étais toujours là et je ne pouvais pas le supporter. Alors je m'en suis débarrassé. Ce n'était pas à propos de toi, Lucas. C'était à propos de moi, incapable de gérer ce que tu m'as fait me souvenir. Je suis resté assis et j'ai digéré ça. Une partie de moi voulait l'accepter parce que c'était la première chose honnête qu'elle me disait depuis des années. Mais une autre partie de moi savait que ce n'était que la moitié de l'histoire. Maman, j'entends ça, ai-je dit, et je te crois. Mais la boîte à musique n'est pas la seule chose. Tu m'as traité comme une pensée secondaire toute ma vie. Sébastien est célébré. Moi, je suis toléré. Tu parles de son travail, de ses cadeaux et de ses réussites comme si c'était les seules choses dignes d'être mentionnées. Et quand j'essaie de te montrer ce que je peux faire, ce que papa m'a appris à faire, tu appelles ça une petite chose. Tu as dit toutes les petites choses à propos de quelque chose que j'ai passé 3 mois à fabriquer de mes mains. Elle a tressailli. Je pouvais voir Sébastien fixer le sol. Et quand je suis sorti de cette cuisine, ai-je continué, tu n'as pas appelé. Pas une seule fois. 7 mois. Et tu n'as pas décroché le téléphone. Sébastien s'est pointé à ma porte. Et tu sais quoi? Il voulait de l'argent. Pas pour lui, pour toi. C'était le premier contact que j'ai eu de cette famille en 7 mois. Pas des excuses, une demande. Les yeux de maman étaient humides. Elle les a essuyés avec le dos de sa main. Je n'ai pas appelé parce que je ne savais pas quoi dire. Je savais que j'avais tort. Je le sais depuis des années, Lucas. Je ne savais tout simplement pas comment réparer ça. Et plus j'attendais, plus ça devenait difficile. Et puis j'ai eu l'impression qu'il était trop tard. Il n'est pas trop tard, ai-je dit. Mais ça doit changer. Pour de vrai.
Pas seulement parce que tu as besoin d'aide financière. Parce que je suis ton fils et que je mérite mieux que ce que tu m'as donné. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dévié. Pour la première fois de ma vie, ma mère est restée assise là et a accepté la responsabilité de la façon dont elle m'avait traité. Ce n'était pas dramatique. Elle n'est pas tombée à genoux, n'a pas sangloté ni prononcé un discours. Elle a juste dit, tu as raison. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé, Lucas. Je ne prétendrai pas que ça a tout arrangé. Des excuses n'effacent pas 28 ans de favoritisme, mais c'était un début, et c'était réel. Je pouvais le dire parce qu'elle n'a pas essayé de le nuancer ou de l'expliquer. Elle a juste assumé. Puis j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde dans la pièce, y compris moi-même. J'ai sorti la boîte à musique du sac que j'avais apporté. Je l'ai posée sur la table basse entre nous. Maman l'a regardée et a porté la main à sa bouche. Je l'ai restaurée, ai-je dit. La tache sur l'incrustation est toujours là, mais le mécanisme fonctionne bien. Elle joue toujours. J'ai ouvert le couvercle. Moon River a rempli la pièce. Maman a fermé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Sébastien a détourné le regard. Emma a passé son bras autour de moi. Et j'ai juste laissé la chanson jouer. C'est 45 secondes entières. Quand elle s'est terminée, j'ai refermé le couvercle. Je ne te la rends pas tout de suite, ai-je dit. Quand je sentirai que les choses ont vraiment changé, quand je sentirai que tu me vois de la même manière que tu vois Sébastien, tu la récupéreras. Considère ça comme une motivation. Maman a ri à ça. Un vrai rire. Petit et brisé, mais réel. On dirait ton père, a-t-elle dit. Tant mieux, ai-je dit. C'était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Voici ce qui s'est passé après. J'ai aidé maman avec ses finances, mais pas comme Sébastien l'avait fait. Je ne lui ai pas versé d'argent sans condition. Je me suis assis avec elle, j'ai examiné son budget et je l'ai aidé à réduire les dépenses inutiles. J'ai réparé des choses dans la maison moi-même, j'ai remplacé ses gouttières, réparé le volet, reconstruit les marches du porche arrière qui pourrissaient depuis 2 ans. Je l'ai fait de mes propres mains, les mêmes mains qu'elle avait méprisées, et elle m'a regardé le faire. Je pense que c'est en partie ce qui a changé les choses entre nous. Sébastien et moi avons eu une conversation honnête environ 1 mois plus tard. Il a admis qu'il avait toujours su que maman me traitait différemment et n'avait jamais rien dit parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Je lui ai dit que c'était lâche. Il a été d'accord. Nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde maintenant, mais nous sommes frères d'une manière qui a un sens. Il se reconstruit dans sa firme. Il est plus humble maintenant, ce qui lui va bien. Juliette a fait de moi un partenaire dans une nouvelle entreprise, une ligne organisée d'articles de maison artisanaux vendus dans des salles d'exposition de design haut de gamme. Mes pièces sont dans des maisons partout dans la vallée de la Loire, et nous venons de recevoir notre première commande de Paris. Les outils de papa sont accrochés au mur de mon atelier agrandi. Et chaque fois que je prends son ciseau préféré, je peux presque l'entendre dire, tu vois, écoute le bois. Emma et moi nous sommes mariés au printemps dernier. Une petite cérémonie dans notre jardin. Corentin était mon témoin et a fait un discours qui incluait l'expression ébéniste émotionnellement intelligent, et je ne lui pardonnerai jamais pour ça. Maman était là. Elle était assise au premier rang et a pleuré. Et après, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit, ton père serait si fier de toi. Pour la première fois, j'ai cru qu'elle le pensait. Pas comme une chose qu'on dit, mais comme la vérité. La boîte à musique, je la lui ai rendue à Noël. Elle l'avait méritée. Elle est maintenant sur sa table de nuit. Elle m'a dit qu'elle la fait jouer tous les matins. Je choisis de la croire, non pas parce que je suis naïf, mais parce que le croire rend le monde un peu meilleur, et mon père aurait aimé ça. La semaine dernière, j'étais dans mon atelier en train de finir un berceau sculpté à la main pour un couple qui attend son premier bébé. Moon River est passé sur la playlist que j'écoutais. Je me suis arrêté et j'ai écouté toute la chanson, et j'ai pensé à mon père la fredonnant dans la cuisine, à ma mère jetant la boîte, à moi la sortant du marc de café, et à tout ce qui a suivi. Vous savez ce que j'ai réalisé? Cette boîte à musique n'a jamais vraiment concerné ma mère. Elle me concernait moi. C'était la preuve que je pouvais prendre quelque chose de brisé et le rendre beau. Que je pouvais verser de l'amour dans quelque chose même quand on n'en avait pas versé en moi.
Et que les gens qui voient ça, les gens qui le voient vraiment, sont ceux qui valent la peine d'être gardés. Je m'appelle Lucas. J'ai 29 ans maintenant. Je fabrique des choses avec mes mains. Et j'ai fini de prouver ma valeur à des gens qui ne font pas attention. Les gens qui comptent la voient déjà. Commentaire, je tenais à vous dire à quel point cette vidéo m'a touché personnellement. Parfois, on doit apprendre à reconnaître sa propre valeur, même quand les autres ne la voient pas. Poser des limites n'est pas égoïste, c'est simplement se respecter soi-même. La gentillesse commence vraiment par soi, en se traitant avec la douceur qu'on mérite. La guérison arrive quand on décide de lâcher le poids des attentes qui ne nous correspondent plus. Assumer ses responsabilités, même des années plus tard, peut transformer une relation. Choisir la paix plutôt que de chercher constamment l'approbation change profondément notre vie. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à vos propres relations. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous voient vraiment pour qui vous êtes. Merci d'être là et de partager ce chemin avec moi, votre bien-être en vaut la peine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.